Donc, je vais tout de suite passer la parole à Sylvie Benzoni, qui est directrice de l'IHP. On a tenu à lui demander d'ouvrir cette journée, vu les liens que notre séminaire a avec l'Institut Henri Poincaré, et vu, bien entendu, pour remercier également du soutien qu'on a toujours eu de l'IHP, du soutien qui se manifeste aussi très concrètement pour l'organisation de cette séance et le financement de cette séance. Et donc, c'est avec plaisir que je te passe la parole. Merci beaucoup. J'ai effectivement un grand plaisir à vous accueillir ce matin. Dans cette vénérable maison que vous connaissez bien, qui a effectivement des relations très très fortes avec vous et avec ce séminaire. C'est un institut nonagénaire, comme vous le savez. On peut presque considérer que le séminaire est son enfant. Il y a à peu près une génération d'écart, avec cet anniversaire aujourd'hui des 70 ans. Vous êtes dans l'amphithéâtre que vous connaissez bien. Alors, c'est peut-être assez subtil les changements, mais il y en a eu cet été. Il a été rendu accessible en fauteuil roulant, donc en comblant un petit peu au niveau du parc, enfin en refaisant le parquet, en faisant cette rampe, et très prochainement, il sera donc accessible par un élévateur extérieur aux gens qui seraient à mobilité réduite. Voilà, donc c'est un amphi historique, on garde un peu dans son jus, mais on essaie d'adapter aux exigences modernes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre que effectivement les historiens des mathématiques, plutôt des sciences, effectivement connaissent bien l'Institut parce qu'en particulier ils fréquentent sa bibliothèque, et que inversement l'Institut compte sur eux parfois. Alors je ne sais pas si c'est pas tellement le thème de la journée, mais certains ou certaines d'entre vous travaillent sur l'histoire des institutions, ce qui nous intéresse particulièrement en ce moment pour l'élaboration du programme muséographique du bâtiment d'en face, qui sera en principe ouvert pour nous dans 2 ans. Normalement, on espère ouvrir d'ici septembre 2021 cet espace muséal dans lequel on parlera un petit peu quand même de l'histoire de l'IHP et du laboratoire Jean Perrin qui était là avant. Voilà, je ne vais pas vous monopoliser la parole. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. J'aurai peut-être l'occasion de vous recroiser, mais j'ai quelques petits rendez-vous aussi. Et notamment, vous avez votre pause cet après-midi à la bibliothèque. Donc j'espère que tout se passera bien. C'est un lieu que vous affectionnez particulièrement, et c'est pour ça que j'avais demandé que vous puissiez être accueillis là-bas, alors que, vous voyez, l'espace cafétéria est pour l'instant condamné. Mais il sera de nouveau accessible, on espère, début 2020. Dans une configuration rénovée et agréable. Voilà, je vous souhaite un bon anniversaire et une bonne journée. On avait fêté le 60e anniversaire du séminaire d'histoire des maths de l'Institut Poincaré en novembre 2008, en même temps que le 80e anniversaire de l'IHP, et il y a 20 ans d'écart, Sylvie Benzoni l'a rappelé, et en même temps aussi que le 60e anniversaire du séminaire Bourbaki, qui se tient aussi à l'IHP. Ça fait partie des séminaires récurrents de l'IHP. Aujourd'hui, on fête les 70 ans de notre séminaire, et non pas, pour être exact, le 70e anniversaire, car pour des raisons d'organisation, nous avons pris un peu de retard, et en fait, on est juste très peu avant le 71e anniversaire. La séance inaugurale du séminaire d'histoire des maths s'est tenue en effet le 30 novembre 1948. J'ai rappelé un certain nombre de dates là, que je déroulerai au cours de mon exposé. Le 30 novembre 1948, dans ce même amphi d'Arboux, elle a été présidée par Maurice Fréchet, qui a permis, en tant que professeur à la Faculté des sciences de Paris, la fondation officielle du séminaire au sein de l'Institut Poincaré. À l'époque, rappelons-le, l'IHP est à Paris le lieu de la recherche mathématique et de l'enseignement des mathématiques à partir de la licence. Cependant, l'initiateur de cette création du séminaire était Pierre Sergescu, mathématicien et historien des mathématiques roumain, réfugié politique en France en 1946. Pendant cette séance inaugurale, Jean Littard a fait un exposé sur le thème
les méthodes de Fermat en théorie des nombres. Évidemment, il n'est pas question de reprendre ici le détail de l'exposé que j'ai eu l'occasion de faire pour le 60e anniversaire, où j'ai essayé de montrer que le séminaire avait été un miroir assez fidèle de l'évolution de l'historiographie des mathématiques depuis la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, des informations sur l'histoire du séminaire sont maintenant disponibles sur le site de l'IHP, et je rappellerai seulement ici la périodisation que j'avais présentée, en y ajoutant bien sûr la période de la dernière décennie. La première période va de 1948 à 1954, et l'organisateur du séminaire est Pierre Sergescu, dont je viens de parler. Le séminaire se tient 2 fois par mois, le jeudi après-midi. À cette époque, c'est le jour de congé des professeurs de l'enseignement secondaire, et cela semble correspondre aux participants attendus du séminaire. En 1948, René Taton est seul à avoir un poste institutionnel en histoire des sciences en France, poste au CNRS, provisoire au départ, pour préparer sa thèse sur Monge. Par exemple, Jean Itard, qui a fait le premier exposé et participé très activement au séminaire, était professeur en classe préparatoire aux grandes écoles. La deuxième période va de 1954 à 1977, où l'organisateur est René Taton. Pierre Sergescu, en effet, meurt prématurément en 1954, et René Taton le remplace comme responsable du séminaire. Il le restera pendant un quart de siècle. Par ses travaux et ses nombreuses responsabilités nationales et internationales, Taton était, on le sait, une figure très importante de l'histoire des mathématiques et des sciences en général. Dans les 30 années de ces 2 premières périodes, la moitié des exposés a été assurée seulement par 4 personnes, René Taton, Jean Itard, Pierre Costabel et Charles Nau. Dans le contenu des exposés, 2 domaines dominaient, d'une part l'Antiquité grecque et d'autre part l'histoire moderne, particulièrement le XVIIe siècle. L'histoire pratiquée était nettement de type internaliste, comme on dit, avec parfois des aspects biographiques. Les séances, voilà, donc je pense que c'est des détails techniques que je peux laisser de côté. La troisième période va de 1977 à 1988, et l'organisateur en est Pierre Dugac. René Taton passe le flambeau à Pierre Dugac à la rentrée 1977. Dugac, membre du laboratoire de mathématiques fondamentales de l'Université Paris VI, a joué un rôle important dans le séminaire dès les années 70. Année marquée par l'arrivée d'une nouvelle génération d'historiens des mathématiques, souvent mathématiciens de formation. Dugac a fait évoluer les thèmes du séminaire en donnant plus de place à l'histoire des mathématiques des 19e et 20e siècles, avec un poids particulier pour l'histoire de l'analyse. Le nombre de conférenciers étrangers a augmenté de manière spectaculaire, de même que le nombre d'exposés faits par des mathématiciens non nécessairement historiens. De plus, Dugac a fondé les cahiers du séminaire d'histoire des mathématiques en 1980 et édité les 12 volumes de la première série jusqu'en 1991. La 4e période démarre en 1988. Pardon. Merci. La 4e période démarre en 1988, après la décision de Pierre Dugac, justement en 1988, de renoncer à la responsabilité du séminaire. À ce moment-là, 2 changements sont intervenus. Le premier, c'est la mise en place d'une direction collective du séminaire, reflétant la diversité des lieux de recherche en histoire des mathématiques. Les universités Paris 6, Paris 7 et Paris 13, le centre Coiré, qui dépend de l'EHESS, les équipes RESAIS et UPR 21 du CNRS. En effet, depuis les années 80, une évolution institutionnelle au CNRS et à l'université avait entraîné une professionnalisation de l'histoire des mathématiques en France. Recrutement, création de nouvelles équipes, de nouveaux séminaires ou groupes de travail. Le deuxième changement, c'est le choix chaque année de 2 ou 3 thèmes au maximum, poursuivis sur plusieurs séances du séminaire.
Le système de séance d'1h30, 2 fois par mois reste cependant en place, malgré l'apparition de quelques journées thématiques co-organisées avec d'autres institutions. En ce qui concerne le contenu scientifique, on note le développement important de thèmes concernant les mathématiques appliquées, ce qui correspond, remarquons-le, à l'évolution parallèle dans la recherche et l'enseignement mathématique. Une cinquième période que l'on a définie démarre en 1995 avec une nouvelle organisation. Il apparaissait en effet que les séances bimensuelles du séminaire, y compris sur un même thème, souffraient d'un manque de continuité dans la participation. Après une large consultation des collègues historiens des mathématiques, il a été décidé de réorganiser le séminaire sous la forme de 5 demi-journées thématiques, comprenant 3 exposés et une longue discussion générale. Sur chacun des thèmes choisis, le but était de faire le point sur l'état de la recherche, la plus récente, ce qui a conduit à un nouvel accroissement du nombre d'invités étrangers. Si l'on trouve toujours alors des études sur l'évolution de théories mathématiques ou sur les travaux d'un mathématicien en particulier, on assiste à un nouvel accroissement de la diversité des sujets traités et des types d'histoire des mathématiques pratiquées, avec des ouvertures vers l'histoire sociale et l'histoire culturelle, y compris la participation de chercheurs en sciences humaines. Se développe aussi l'attention aux questions méthodologiques de l'histoire des mathématiques, y compris dans des séances dédiées. Les méthodes quantitatives, les réseaux épistolaires, les journaux, les éditions d'œuvres, le rôle de l'enseignement, etc. La 6e période que je définis, c'est celle qui démarre en 2008, justement au moment du 60e anniversaire. À ce moment-là, à cette rentrée 2008, le comité d'organisation du séminaire décide de formaliser cet intérêt pour les questions méthodologiques en structurant les demi-journées en 2 parties. Une première partie avec des exposés sur le thème choisi, une seconde consistant, je cite, à développer une démarche réflexive plus générale abordant notamment les questions méthodologiques et historiographiques. Pendant les dernières décennies, la multiplication du nombre d'historiens des mathématiques et de séminaires d'histoire des mathématiques spécialisés, manifestant le dynamisme croissant de la discipline, a bien sûr fait évoluer le rôle du séminaire d'histoire des mathématiques de l'IHP. Aujourd'hui, sa spécificité est d'être un séminaire généraliste et transversal aux diverses institutions. L'activité du séminaire s'inscrit ainsi dans le cadre de l'action du GDR, Histoire des mathématiques du CNRS, qui, depuis sa création en 2011, a pris le relais de l'Institut de mathématiques de Jussieu pour le financement du séminaire. Le but du GDR est en effet de permettre le développement des recherches dans le domaine en favorisant les échanges au sein de la communauté des historiens des mathématiques dans leur diversité. Dans cet esprit, chaque année, un appel à proposition de séance du séminaire est lancé et largement diffusé par le comité d'organisation du séminaire. Ces séances peuvent consister à présenter à un public plus large le travail d'un groupe de recherche constitué ou être spécialement construites pour le séminaire par des chercheurs appartenant à diverses institutions. Il s'agit aussi de tisser des liens avec la communauté des mathématiciens, ce que facilite l'implantation historique du séminaire à l'Institut Poincaré. Cependant, il ne faut pas se cacher la difficulté rencontrée pour maintenir la place d'un tel séminaire à caractère généraliste et transversal dans un contexte dominé par la spécialisation croissante des recherches et les contraintes de temps des collègues engagés déjà dans les activités intenses des diverses équipes. Mais le rôle du séminaire est précisément essentiel pour maintenir la cohérence de la discipline. Dans ce sens, même si sa traduction formelle dans l'organisation des séances n'a pas toujours été facile, le souci méthodologique et historiographique est un élément structurant de ce séminaire au service de la communauté
des historiens des mathématiques, car il concerne potentiellement l'ensemble de ces historiens, quel que soit leur objet d'étude et leur période. C'est pour cela que nous avons voulu, pour cette journée des 70 ans du séminaire, choisir des thèmes historiographiques et méthodologiques en invitant des collègues habitués du séminaire à les traiter librement. Hélène, je te passe la parole. Oui, donc le double thème que nous avons retenu et que nous avons proposé à nos orateurs est donc résultats et problèmes en histoire des sciences mathématiques. Et nous avons invité un certain nombre de collègues à s'en emparer et à réfléchir sur l'historiographie mathématique de ces dernières décennies et son évolution en fonction ou pas, c'était leur libre choix, de leurs propres travaux. La première question que nous avons formulée dans le texte de présentation est: peut-on parler de résultats en histoire des mathématiques ? Si la notion et le mot de résultat sont présents et incontournables en mathématiques, il n'en est pas de même en histoire. Comme le faisait remarquer un projet de recherche lancé en 2006 à l'École normale supérieure de Lyon, dont le titre était « Y a-t-il des résultats dans les sciences humaines ?» Et d'ailleurs, ce projet n'a pas abouti. Qu'en est-il en histoire On a cherché avec Christian longuement, on a vu l'annonce, on n'a pas vu les résultats. Qu'en est-il en histoire des mathématiques ? Cette question renvoie directement à une seconde question sur la cumulativité de la connaissance dans notre discipline. Si elle se pose comme cas particulier de la cumulativité dans les sciences historiques, elle peut avoir une dimension particulière pour nous si on pense au caractère cumulatif qui caractérise la connaissance mathématique. Mais avant d'aller plus loin, notons déjà qu'en mathématiques, ce qui est considéré comme résultat a historiquement varié. Un résultat se prouve, un résultat se démontre, devient résultat mathématique, ce qui est considéré comme tel par les autres à un moment donné, en un lieu donné. Reste qu'il y a en mathématiques des résultats pérennes, communs, incontournables pour qui fait des mathématiques. Avons-nous en histoire des mathématiques des résultats de telle sorte ? Nous nous trouvons confrontés fréquemment, sur toutes les périodes et sur toutes les aires géographiques ou culturelles, à la coexistence de récits différents. Très souvent, les nouveaux récits qui s'appuient sur de nouveaux résultats, liés à de nouvelles sources, nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques ou de nouvelles questions, de nouvelles problématiques. Donc, les nouveaux récits qui s'appuient sur ces nouveaux résultats semblent ne pas avoir d'effet réel sur la prise en compte des anciens récits dans notre milieu lui-même. Y aurait-il incommensurabilité entre l'ancien et le nouveau récit, les résultats obtenus ne rendant pas caduque, voire ne faisant bouger en rien l'ancien ? Nous avons soulevé également la question de la signification que peut prendre la notion de problème en mathématiques, celle du rôle que joue la formulation des problèmes dans l'obtention des résultats. S'il est manifeste que, comme dans toutes les sciences, y compris les mathématiques, les résultats sont, à différentes époques, en différents lieux, fonction des problèmes qu'on se pose et de la façon dont on les pose, nous voudrions juste ici pointer un autre aspect de notre question. Peut-on dire qu'il existe en histoire des mathématiques des problèmes clos, des problèmes fermés, c'est-à-dire qu'on n'attendrait plus de résultats qui fassent bouger, qui éclairent ou qui renouvellent la connaissance, l'intelligence qu'on en a. Nous, notre rôle était de poser les questions. Et nous avons invité pour cette journée un certain nombre de collègues à traiter de ces différentes questions. Nous avons déjà invité des collègues
compagnons de route du séminaire depuis des décennies. Et dans l'ordre de leurs interventions, Christine Proust, Jeanne Pfeiffer, Jean Maouin et Umberto Bottazzini, nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté. Nous avons tenu également à inviter des collègues de la jeune génération d'historiens des mathématiques. Non pas que les pratiques d'histoire des mathématiques soient une histoire de génération. Et ne souris pas, Caroline. Mais leur formation, leur culture, leur futur n'ont pas été et ne seront pas les mêmes que ceux des générations qui les ont précédés. Jenny Boucard, Martin Bulink, Caroline Erhardt, Laurent Rollet interviendront cet après-midi. Pour Jenny et pour Laurent, j'espère qu'ils vont réussir à arriver. Laurent est à la gare de Lyon, à Paris, mais Jenny est à la gare de Nantes. Donc, bien. Et nous les remercions également chaleureusement d'avoir accepté. Sabine Romevaux n'a pas pu finalement se joindre à nous. Considérant que ce qui est résultat ou problème en histoire des mathématiques dépend de la période étudiée, du sujet étudié, nous avons fait attention dans nos invitations à diversifier les terrains des différents intervenants. Nous avons choisi de donner un temps certain à la discussion, après chacun des exposés d'une part, au cours de la table ronde d'autre part, et nous pourrons ainsi largement revenir sur toutes ces questions et d'autres, certainement, que soulèveront les différents exposés. Nous voulons enfin vraiment remercier Martin Bulink, qui est coordinateur du comité d'organisation du séminaire, pour l'aide précieuse et fréquente que nous lui avons sollicitée et qu'il nous a apportée pour l'organisation et la tenue de cette journée. Donc, je passe à présent la parole à la première de nos oratrices, Christine